Bonsoir à tous. Voilà, il est temps de prendre place. Merci de votre présence. Je crois qu'il va encore y avoir des arrivées. Pour cette soirée consacrée à l'histoire de l'Institut français à l'occasion de la sortie du livre de l'école Giffard à l'Institut français de Grèce 1907-2022. Il est profondément émouvant pour la France que sa culture, sa langue, soit désirée dans un pays comme la Grèce, qu'elle soit représentée par un personnel comme le vôtre, qu'elle puisse se faire valoir dans toutes les régions de ce pays et sous toutes les formes. Il y a sans aucun doute pour l'Institut français la tâche de l'enseignement. Il y a aussi ce travail constant de contact et j'ose dire d'affection qui s'appelle la culture, le fait de la répandre, de la faire connaître, de la faire aimer. Il y a enfin aussi, et ce n'est pas sans importance, ce qui peut, ce qui doit être publié et qui est un lien direct, constant, pratique entre l'esprit de la France et l'esprit de la Grèce. Ce sont les mots prononcés par le général de Gaulle lors de sa visite historique à l'Institut français en mai 1963. Tout y est dit, lieu d'enseignement, lieu culturel, lieu de contact et de dialogue étroit entre la France et la Grèce. En 1963, cela fait 60 ans, l'IFG avait déjà derrière lui presque 60 ans d'existence. Donc ce siècle et quelques années d'existence, il n'existait aucun livre qui le racontait. Mon antéprédécesseur, Michael Auchan, avec l'adjointe de l'attaché culturel, Isabelle Oriot, à laquelle ce livre est dédié, ont pris en 2017 l'initiative de combler cette lacune. Après quelques péripéties dans le cadre d'une crise sanitaire qui avait désorganisé la réalisation de beaucoup de projets, l'École française d'Athènes s'est proposée pour assurer l'édition de ce livre, ce qui, après tout, était une évidence, puisque notre voisine est également notre mère. Plusieurs collaborateurs de l'Institut, bon, j'en vois quelques-uns dans la salle, ont apporté un appui constant à ce projet éditorial, notamment pour l'accès à nos archives, en particulier à nos archives iconographiques. Cette longue et belle histoire que nous allons vous présenter ce soir avec les deux auteurs, Madame Lucile Arnoux, maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Tours et traductrice. Lucile Arnoux a récemment participé à plusieurs ouvrages collectifs sur les relations culturelles franco-grecques et notamment une histoire de l'école française d'Athènes à l'ombre du Lycabette, l'école française et la ville d'Athènes aux éditions également de l'école française. Et Nicolas Manitakis, professeur associé d'histoire culturelle de la France au département de langue et de littérature française à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Nicolas Manitakis a publié récemment 2 ouvrages sur les relations culturelles franco-grecques, Mataroa 1945, du mythe à l'histoire, et en langue grecque, un ouvrage sur l'histoire de l'Institut français, mais de 1915 à 1961. 61, c'est l'année où Octave Merlier, qui a joué un rôle exceptionnel et visionnaire dans l'Institut, s'en va. 1915, peut-être qu'il nous expliquera pourquoi il le fait tarder plus tardivement, fait commencer plus tardivement. Donc avant d'entrer dans la présentation de ce livre, je souhaiterais inviter à prendre la parole Madame l'ambassadrice de France en Grèce, Laurence Auer, dont la carrière diplomatique lui a permis d'exercer des responsabilités majeures dans le domaine de la politique culturelle française à l'étranger, puis Véronique Chankowski, directrice de l'École française d'Athènes, dont l'Institut français est issu. Pour ceux qui ne savent pas, vous le saurez ce soir, et qui a permis la publication de cet ouvrage dont je souhaite souligner le soin et la qualité. Madame l'ambassadrice, je vous laisse la parole. Monsieur le directeur de l'Institut français de Grèce, cher Nicolas, Madame la directrice de l'École française d'Athènes, chère Véronique, Mesdames et Messieurs les membres de ces 2 institutions éminentes, c'est un ouvrage particulièrement important qui est aujourd'hui présenté. Il est présenté non seulement comme un programme de recherche de l'École française d'Athènes, il fait suite à un livre sur l'histoire de l'École française d'Athènes, mais il fait partie également d'une série d'ouvrages qui avait été demandé au directeur d'Institut français pour célébrer le centenaire de la diplomatie culturelle. En effet, le premier institut français au monde ouvre ses portes en 1904 à Florence. Et puis après, nous avons Naples, nous avons Londres, nous avons très vite d'autres instituts en Europe et toujours en lien avec l'université.
La filiation est importante dans la réflexion parce qu'il donne également le là d'une série de nominations que va faire Jean Giraudoux, le premier chef du service des œuvres, évidemment éminent écrivain, qui voit dans le développement de la présence française à l'étranger non seulement un outil à travers des bâtiments, des outils qui sont des outils aujourd'hui, on dirait, de soft power, mais aussi la nécessité de développer le modèle d'université français à l'étranger. Ainsi, par exemple, c'était Grenoble qui était le parrain de Florence, c'était Lille qui était le parrain, l'université, et on faisait du débat d'idées, et puis petit à petit, on a développé de la réflexion culturelle. Je suis particulièrement heureuse parce que ici, c'est donc l'enfant de la maison mère, l'école française d'Athènes, qui guide les pas de l'Institut français. C'est une lignée et un héritage qui est particulier. On y découvre, y compris moi, qui me suis occupée, comme Nicolas l'a indiqué, d'instruire les directeurs d'instituts, de célébrer la diplomatie culturelle lorsque j'étais à la tête du réseau comme directrice en 2017. Il montre le poids de l'Institut français à l'époque d'Athènes et de l'école Giffard dans l'instruction et le début de l'instruction publique grecque. Donc il y a un lien tout particulier et une dimension que j'ai découvert avec bonheur grâce au travail immense de Lucie Arnoux et de son compère Nicolas. Je vous remercie infiniment. La deuxième caractéristique de ce livre, et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à le lire, c'est l'immense travail de recherche. Quand nous avions instruit les directeurs d'instituts de se préoccuper du centenaire, on leur avait dit « vous allez voir vos archives et vous les travaillez ». En effet, une des caractéristiques de la diplomatie française, c'est qu'on avait récolté les archives diplomatiques très soigneusement à Paris, à Nantes, puis à La Courneuve, un centre que je recommande à tous les chercheurs d'aller voir parce qu'il comprend des mines d'or, mais il se trouve que nous avions cette lacune. Et c'est aussi pour cela que nous avons organisé avec un comité éditorial d'historiens, en particulier Laurence Badi, mais il y avait bien d'autres historiens intéressés par l'histoire du XXe siècle. Nous avons lancé un travail de recherche avec l'idée que ces archives pourraient constituer des matériaux qui permettraient à de jeunes chercheurs, pays par pays, pour nous permettre de mieux connaître, d'étudier les fondements de l'influence. L'influence, évidemment, qui aujourd'hui passe par les réseaux sociaux, passe par la langue, passe par bien d'autres choses, parce que, tout simplement, l'outil Institut français a besoin d'être réfléchi à chaque période, a besoin également de se rénover dans son concept, et qu'on ne le fait bien que quand on se connaît soi-même. Donc en connaissant son histoire, en connaissant l'histoire dans le fond de tout, du bâtiment, des partenariats, des différentes visions des choses, on voit mieux comment on peut évoluer pour l'avenir. Ce qui m'a frappé en troisième point également à la lecture du livre, c'est le poids et l'appui du gouvernement français. Nicolas Ebalin nous citait le général de Gaulle, moi j'ai retenu Jean Zay, j'ai retenu également le rôle de l'Institut pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans ces périodes qui étaient compliquées, à la fois pour l'ambassade, pour une représentation des Français, Français libres, Français de la France de Vichy. Et je dois dire qu'ici, on se rend compte qu'à chaque étape, l'État va apporter un appui pour construire, pour rénover, pour perpétuer. Et je pense que cet appui français, aujourd'hui, il existe, puisqu'on a approuvé une nouvelle feuille de route de l'influence. On est en train de rénover, de réfléchir comment on garantit à ce pays extraordinaire qu'est la Grèce, francophile et francophone, de poursuivre dans cette tradition au XXIe siècle. J'espère que je vous ai donné le goût, je ne veux pas vous en dire plus, de découvrir à travers les magnifiques, magnifique page de ce livre, à la fois les photos, les étapes, la construction. Et en tout cas, sachez que, puisque je prends mes fonctions
je suis un appui inconditionnel de l'Institut français de Grèce, même si je sais que nous avons aujourd'hui moins d'antennes, moins de possibilités de financer des opérations culturelles. Je sais que du côté grec, nous allons pouvoir développer. Ce matin, nous étions dans un colloque sur les universités européennes. Nous sommes depuis hier dans un colloque extraordinaire sur les écrivains diplomates et on voit comme l'université, l'école, l'État grec peut nous aider à développer les principes et les idées qui seront les nôtres, les valeurs qui seront les nôtres également en Europe. Je vous remercie beaucoup. Madame l'ambassadrice, cher Nicolas, chers amis et collègues de nos deux institutions, donc je suis la directrice de l'École française d'Athènes, la voisine en effet, et l'École française d'Athènes est, comme vous le savez, un établissement de recherche, et nous sommes heureux d'être à plus d'un titre à l'origine de la soirée qui nous réunit aujourd'hui, par la publication de ce livre, qui a mis en œuvre tout le savoir-faire d'édition et de diffusion de notre service des publications, avec Bertrand Grandsagne, responsable de la maison d'édition, les éditions de l'UEFA, que je remercie ici. Mais il y a plus, parce que c'est une histoire partagée. L'École française d'Athènes a été fondée en 1846. Elle couvre à l'origine plusieurs missions et notre stèle de fondation le dit très bien. L'école a été fondée par reconnaissance pour la Grèce antique et par amitié pour la Grèce moderne. Je crois que ces quelques mots disent tout de cette histoire. Alors on commence avec l'exploration archéologique, qui est toujours notre mission aujourd'hui, mais aussi exploration historique, ethnographique, de la Grèce antique et moderne par des chercheurs qui sont alors envoyés par l'Académie française dans ce pays qui est en train de gagner progressivement son indépendance par rapport à l'Empire ottoman. Et de tout cela naît un ensemble de relations, relations humaines que tissent ces jeunes chercheurs français, leurs directeurs, avec leur pays d'accueil, relations institutionnelles, d'où il ressort très vite la nécessité de développer, en plus de nos activités de recherche, un enseignement du français. Et cette première école GIFAR, créée par l'École française d'Athènes, va développer très rapidement une dimension culturelle fondatrice de la relation entre la France et la Grèce. Donc l'École française d'Athènes, institution de recherche, est le point de départ en quelque sorte, et la matrice de toutes les grandes institutions qui, ici à Athènes, illustre la langue et la culture française. Et c'est de cet élan d'exploration, de relations profondes avec la Grèce, élan qui est né à l'École française d'Athènes, ici à côté, que ont émergé ensuite, plus tard, l'Institut français de Grèce et même, on peut le dire, le lycée franco-hellénique, puisque tout ça constitue finalement au départ une seule et même perspective. Et c'est ce que raconte le livre de Lucile Arnoux-Farnoux et de Nicolas Manitakis. Alors tout cela explique, je trouve, et on vous pardonne cela, chers amis de nos deux institutions, tout cela explique que parfois vous nous confondiez, l'une ou l'autre institution, dans ce carré français au pied du Lycabet que certains aiment à appeler l'Académie française. Et je crois qu'aujourd'hui, il est clair que nous avons des missions très bien identifiées, des missions bien distinctes, complémentaires. À l'École française d'Athènes, la recherche, le développement de partenariats franco-grecs, mais aussi internationaux. À l'Institut français de Grèce, le rayonnement de la culture française, les relations culturelles avec la Grèce. Au lycée franco-hellénique, l'enseignement du français avant les études supérieures. Mais revenir sur notre histoire partagée, c'est, je crois, essentiel pour se souvenir de ce qui fait l'identité, le caractère, l'esprit de nos institutions. Analyser le passé est toujours un formidable outil pour définir l'avenir, et les historiens dont je fais partie le savent bien, tout particulièrement dans cette période troublée.
Alors, comme l'ambassadrice le rappelait tout à l'heure, et Nicolas aussi, l'école a engagé cette démarche en publiant, dans le cadre d'un de ses programmes de recherche, dès l'année dernière, un ouvrage sur son histoire dans Athènes, qui s'appelle À l'ombre du Lycabette, qui était le prélude à une histoire intellectuelle et sociale de l'école française d'Athènes. Et cette histoire de l'Institut français de Grèce, comme vous le comprenez, c'est un complément à ce travail. Ce sont deux blocs qui s'emboîtent l'un dans l'autre, un travail qui a été fait dans les archives de l'École française d'Athènes, dans les archives de l'Institut français de Grèce et dans d'autres fonds aussi. Et j'exprime là toute ma reconnaissance aux deux auteurs pour leur engagement, leur dévouement. C'est un travail de très très longue haleine. Vous aurez la possibilité de feuilleter et j'espère d'acheter aussi ce livre et surtout de vous en inspirer pour continuer à rendre vivante cette relation entre la France et la Grèce qui est au cœur de la vie de nos institutions. Donc, merci beaucoup à chacune et chacun pour votre lecture, votre attention et pour cette très belle relation qui unit nos institutions. Rebonsoir. Véronique, tu disais que certains confondaient les deux écoles. Alors, j'ai eu un exemple très récent. J'ai reçu avant-hier, un livre d'architecture en allemand. Il m'avait demandé des photos d'institut, parce qu'il publiait un livre sur l'architecture contemporaine, enfin 19e, 20e siècle, à Athènes. Et je l'ai reçu, il m'a envoyé très gentiment. Et il y a une entrée Institut français, avec 2 photos et une célèbre le plan du bâtiment que vous pouvez lire dans le livre. Et alors, ils savent très, très bien son histoire. Ils disent fondée par l'école française d'Athènes, qui elle-même est là depuis 1846. Il y a une faute de frappe, d'ailleurs, ils mettent 64, mais bon, peu importe. Voilà. Et ensuite, mais il n'y a pas d'entrée école française. Mais à la fin, je trouve qu'il y a une belle formule qui résume la situation. On disait c'est un ensemble, école française et école et institut français, c'est un ensemble sehenswert qui vaut la peine d'être vu. Voilà. Donc on est quand même, on reste malgré tout un couple. Bon, bonsoir à tous. On va commencer donc la présentation du livre avec les deux auteurs. Moi, ce qui me frappe quand on regarde l'histoire de l'Institut français, effectivement, c'est son ancienneté. Le deuxième du réseau, le premier est Florence, ça a été indiqué. Et son ancienneté par rapport à d'autres initiatives d'autres pays, je crois 25 ou 30 ans, avant les Allemands, avant les Britanniques, avant les Italiens. Et quand on remonte dans le temps, à la maison mère, maintenant vous le savez tous, on est créé par l'école française. L'école française est également créée 30 ans avant, 30 ou 40 ans avant les autres écoles d'architecture. Et à votre avis, d'où vient cette précocité, et en particulier en Grèce? Est-ce qu'on peut considérer que l'ensemble, la matrice étant l'école française, c'est finalement le même mouvement philhellène que la France et les autorités françaises poursuivent tout au long des relations que notre pays entretient avec la Grèce dans le domaine culturel? Oui. Merci beaucoup pour cette question. Peut-être avant de répondre, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, je vais peut-être exprimer d'abord quelques remerciements. Alors, des remerciements d'abord à vous, Nicolas Ebalin, directeur de l'IFG, qui non seulement donc, nous accueillez dans l'auditorium Théo Angelopoulos pour la présentation de cet ouvrage, mais nous faites l'honneur d'animer cette soirée que vous avez organisée. Cependant, pour qu'il y ait présentation, il faut qu'il y ait un livre, et nous voulons aussi exprimer notre plus vive reconnaissance à ceux qui ont permis sa réalisation. Donc d'abord Michael Auchan, directeur de l'Institut français de Grèce de 2015 à 2019, qui a été le premier donc susciter le projet et à s'intéresser à notre travail et à nous soutenir, et qui nous a donné accès donc très largement aux archives de l'établissement.
et à la documentation iconographique qui existait. Remerciements évidemment à Véronique Chankowski, la directrice de l'École française d'Athènes, qui a immédiatement accepté de publier l'ouvrage dans la collection Monde méditerranéens et balkaniques. Et remerciements encore une fois à Nicolas Ebalin qui, dès son arrivée à l'IFG en 2021, a lui aussi soutenu sans restriction ce projet. Nous tenons aussi à remercier Christine Pourret, la responsable de la médiathèque Octave Merlier, et Diamantis Diamantopoulou, qui nous ont été d'une grande aide pour le rassemblement de la documentation iconographique, ainsi que Bertrand Grandsagne et toute l'équipe du service des publications de l'EFA, qui ont, comme toujours, accompli un magnifique travail pour ce livre. Et enfin, nous avons une pensée pour Isabelle Oriot, qui connaissait comme personne l'histoire de l'IFG et qui nous a donné de judicieux conseils. Et comme Nicolas Ebalin l'a mentionné tout à l'heure, ce livre est dédié à sa mémoire. Alors, j'en viens donc à la réponse. Oui, effectivement, cette ancienneté de l'Institut, de cet établissement, est une de ses spécificités et un des éléments qui ont attiré notre attention et qui nous ont donné envie d'écrire ce livre, de faire les recherches et d'écrire ce livre. Parce qu'effectivement, c'est un cas absolument unique. Il n'y en a pas d'autres qui présentent la même configuration, c'est-à-dire un établissement culturel qui devient, au bout d'un certain temps, l'Institut français d'Athènes, mais qui est créé au départ, alors non pas par une université, comme ça a été souvent le cas pour les instituts français, effectivement, comme le rappelait Madame l'ambassadrice, mais directement sur place par un établissement de recherche, donc l'École française d'Athènes. Il n'y a pas d'autre cas, ni à Athènes, c'est-à-dire d'autres écoles d'archéologie, d'études classiques, etc., anglaises, américaines, allemandes, qui ait créé un institut culturel, ni ailleurs dans le monde d'autres cas d'un établissement français de recherche à l'étranger qui ait créé un établissement culturel. Donc c'est une spécificité, une particularité absolue de l'Institut. Et évidemment que cela s'inscrit dans cette longue histoire du philhellénisme français, c'est-à-dire des relations privilégiées entre la France et la Grèce. Ça, c'est absolument évident. Alors, cette spécificité donc a attiré notre attention, nous a interrogés. Il fallait comprendre ce qui s'était passé, pourquoi l'école avait créé cet établissement, et puis aussi comprendre dans cette longue histoire comment cet établissement, donc une fois créé, a réussi à s'adapter continuellement aux mutations de la société grecque, à évoluer, parce qu'en fait, il a énormément changé. On a l'impression que l'Institut français de Grèce a toujours été tel que nous le connaissons, mais non, en fait, c'est un établissement qui a beaucoup changé au cours de sa longue histoire. Donc ça aussi, c'est quelque chose, cette faculté d'adaptation, cette intelligence qui lui a permis, des situations qui lui a permis de s'adapter, c'est une chose qui nous a beaucoup intéressés. Et puis, un autre élément également, c'est ce lien très étroit, privilégié avec la ville d'Athènes au premier chef, et puis après plus largement avec l'ensemble de la Grèce, puisque comme nous allons vous l'expliquer, l'Institut, le rappeler, l'Institut s'est développé ensuite sur l'ensemble du territoire grec. Mais ce lien très étroit est quelque chose aussi qui a suscité notre intérêt. Ce lien très étroit qui s'est marqué dans cette ouverture très large à la ville, à la société athénienne et grecque, mais qui s'est marqué aussi par l'intérêt très tôt manifesté, quasiment dès le début, pour la culture grecque, sous toutes ses formes, et lien étroit également qui s'est manifesté dans les périodes de crise
et en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et puis, l'un encore, s'il faut mentionner encore quelque chose, un autre trait qui nous a intéressés, qui a motivé notre intérêt pour ce sujet et notre décision d'écrire ce texte, c'est le fait que l'histoire, cette longue histoire de l'Institut, a aussi été marquée par l'action d'un certain nombre de personnalités tout à fait exceptionnelles. Et ce, là encore, dès le début. Hein. Alors, il y a un certain nombre de directeurs de l'école française qui ont vraiment imprimé leur marque sur les premières décennies de l'histoire de cet établissement. Mais il y a des enseignants comme par exemple Louis Roussel, un des tout premiers enseignants, professeurs de l'Institut, qui a été une personnalité tout à fait importante pour son évolution dans les premières années. Et puis ensuite, évidemment, des gens comme Octave Merlier, dont nous allons beaucoup parler, dont il va beaucoup être question ce soir, et également Roger Miliex, pour m'en tenir aux personnalités donc, des premières, disons, qui ont marqué les premières décennies de l'histoire de l'Institut. Si vous me permettez, alors d'abord, vous avez peut-être oublié un nom des gens à remercier qui se figure dans votre livre, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est Cécile Petit, qui a été en contact permanent avec vous, je crois, depuis que l'initiative avait été prise. Voilà. Oui, oui. Oui, sur l'histoire, donc, on a bien compris en 1907, Véronique Jankowski l'a expliqué, l'école française n'était plus peut-être en mesure de remplir dans ses locaux la mission d'enseignement de la langue française, donc on crée cette école dite Giffard, parce que c'était financé sur un legs donné à l'État par un monsieur Giffard, il restait un peu d'argent, donc on crée cette école. Alors, 1907, tout à l'heure j'ai dit que Nicolas Manitakis avait écrit en grec une histoire de l'Institut français qui s'arrête en 61, départ d'Octave Merlier, mais qui commence en 1915. Donc il y a une première étape, 1907-1915, et avec une petite rupture. Peut-être que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'en 1915, pour Nicolas, c'est le début de l'histoire de l'Institut. 1907, c'est le premier établissement sur l'endroit où nous sommes, donc on considère que c'est le début. Il y a un changement qui est important. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors, bon, je pense qu'il ne s'agit pas vraiment pour moi personnellement, il ne s'agit pas vraiment d'une rupture, mais justement de cette fameuse évolution de cette faculté, enfin, de ces transformations qui ont marqué l'histoire de l'Institut. Donc, je dis l'Institut de manière parce que c'est plus simple, mais en fait, effectivement, cet établissement a changé à plusieurs reprises de nom. Alors, ce qui est créé en 1907, c'est un premier, enfin c'est l'établissement qui va devenir l'Institut. C'est un établissement qui est créé donc par le directeur, enfin qui est pensé par Théophile Homolle, qui est directeur de l'école française de 1890 à 1903, et qui, dans les toutes premières années donc du XXe siècle, se dit que ce serait une excellente chose de créer un établissement pour favoriser la connaissance et la diffusion de la langue française et de la culture française en Grèce. Parce qu'il avait remarqué que la langue française n'était pas toujours bien enseignée. Donc, il est le premier à avoir l'idée de cet établissement. Hein. Et le relais est pris ensuite par le directeur suivant, Maurice Solo, qui lui succède, et qui est celui qui va donc acheter les terrains, le terrain où actuellement se trouve l'Institut. Faire construire le premier bâtiment, qui est très, très modeste, hein, puisque c'est un simple rez-de-chaussée avec deux salles de classe. Voilà. Donc, là, et l'établissement ouvre ses portes en novembre 1907, avec l'accord du ministère grec de l'instruction publique. Et c'est cet établissement créé en 1907 qui progressivement évolue. Hein, et il évolue, je dirais, à la fois naturellement parce qu'il y a de plus en plus d'élèves, parce que l'offre de cours se développe. On commence la première année avec un seul cours,
parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Et puis, dès la deuxième année, il y a 2 enseignants, donc on peut ouvrir une deuxième année du cours élémentaire. Et puis, ensuite, le cours supérieur pour les jeunes filles en 1912, en 1921, le cours supérieur pour les jeunes gens. Ensuite, il y aura plus tard la formation pour les professeurs de français, qui était aussi l'autre objectif dès l'origine de l'établissement. Hein. Dès le projet de Théophile Hommol, il y avait ce double objectif, l'enseignement de la langue pour les Grecs et la formation des professeurs. Voilà. Et donc, à partir de là, l'établissement se développe. Et dès le début, les directeurs successifs, Hommol, Holleaux, Fougère et les autres, ont l'idée que, certes, cet établissement de langue, c'est une très bonne chose, et qu'il faut le développer, mais que ça ne suffit pas et qu'il faut que ce soit aussi un établissement, un foyer de culture, un établissement culturel qui est une offre culturelle parallèlement à l'offre de cours. Et que cet établissement doit prendre de l'ampleur. Et encore une fois, ce n'est pas en 1915 qu'on le découvre, c'est tout de suite. Enfin, Ce qui se passe en 1915 qui fait que alors, ce qui pour se vous, passe, c'était c'est une rupture. que Gustave Fougère, en 1914, bâtit un projet de transformation de l'école, de ce qui s'appelait jusque-là école, parce que l'appellation officielle, c'était sur les textes, lorsque l'école est créée, c'était école primaire annexée à l'école française d'Athènes. Et puis, on prend l'habitude d'appeler très rapidement cette école primaire, parce que l'école primaire, ce n'était pas très flatteur comme nom, et ça n'était pas juste non plus, parce que ce n'était pas non plus une école primaire, c'était une école de langue. Donc, on prend l'habitude d'appeler cet établissement plutôt école Giffard, puisque, comme vous l'avez rappelé, il a été construit grâce à ce legs, à ce reliquat du legs Giffard, Henri Giffard, qui était un ingénieur qui avait légué sa fortune à l'État français, enfin fait un legs important. Bien. Donc, déjà, on l'a appelé école Giffard. Et puis ensuite, Gustave Fougère, en 1914, dit que ce serait vraiment mieux de transformer cette école Giffard en institut d'études françaises. Ça correspondrait mieux à ce que nous voulons. Et effectivement, à l'issue de la guerre, c'est à peu près pendant la guerre, à l'issue de la guerre, ce n'est pas très clair suivant les sources. On prend l'habitude d'appeler cet établissement non plus école Giffard, mais Institut d'études françaises. Je dis, il y en a qui continuent à dire l'Institut Giffard, enfin, il y a un certain flou, mais ça devient un Institut d'études françaises, voire plutôt Institut supérieur d'études françaises. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas un nouvel établissement qui naît, c'est la mutation, ça fait partie de ces mutations presque permanentes qui font que l'établissement se transforme, se développe au fil des années et au fil du contexte également, enfin, selon le contexte historique. Donc là, on est au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'Institut s'est déjà enraciné. Il a élargi ses fonctions. Dans cette période qui nous amène jusqu'à la guerre, quels sont les éléments importants? Je pense qu'il y a l'arrivée d'Octave Merrier, qui n'est que professeur, qui viendra directeur en 1938. Peut-être, je ne sais pas si c'est lié directement à l'Institut, mais il a joué un rôle avec son épouse pour la sauvegarde de l'ethnographie. Il a rassemblé un fonds ethnographique majeur sur les Grecs d'Asie mineure. Je ne pense pas qu'il l'ait fait en tant que professeur de français de l'Institut, mais plutôt en tant que personnalité émue par le sort des Grecs d'Asie mineure. Donc, dans cet entre-deux-guerres, quelles sont les évolutions qui vous paraissent les plus importantes à souligner? Alors, effectivement, beaucoup de choses qui se passent pendant ces années. Donc, il y a d'abord un mouvement d'accroissement général. Hein, ça, c'est évident. C'est un établissement qui rencontre dès le début un très grand succès auprès de la société athénienne. Donc, les effectifs ne cessent d'augmenter, en fait, au fil des années pendant tout l'entre-deux-guerres. Hein, et on arrive, par exemple, à 650 inscrits en 1925. Hein, alors qu'on était à 160 en 1912. Voilà, vraiment, d'année en année, il y a de plus en plus d'inscrits. Donc, accroissement des effectifs, accroissement de l'offre de cours, diversification de l'offre de cours. Hein,
avec une gradation de plus en plus fine des cours qui sont proposés. Alors, il y a un autre élément, c'est la transformation progressive du corps enseignant. C'est une autre évolution. Dans toutes les premières années, jusqu'en 1924, en fait, les enseignants sont essentiellement de jeunes anciens membres euh, de l'école française, oui. Parce que tout simplement, ils sont sur place. En fait, les employés comme enseignants à l'Institut présentent un double avantage. D'une part, pour eux, c'est intéressant parce ils peuvent compléter donc leurs années passées, leurs 4 ans passés à l'école française comme chercheurs et rester encore 2 voire 3 ans pour terminer leurs recherches, leurs fouilles, leur prospection, leurs publications. Et en même temps, c'est un avantage pour l'établissement lui-même parce que ce sont des enseignants extrêmement qualifiés. Ils sont tous agrégés. En général, ils sont docteurs aussi. Ils parlent grec parce qu'ils vivent en Grèce depuis 4 ans et plus. Ils connaissent bien la Grèce, non seulement la Grèce ancienne, mais la Grèce contemporaine. Ils sont très intégrés dans la vie athénienne. Voilà. Donc, ce sont des enseignants qui, en général, s'intéressent très, très vivement à leur tâche, à cette mission, la prennent très à cœur. Ils enseignent 2 ou 3 ans. La seule, et puis ensuite, ils vont prendre un poste en France. La seule exception, c'est Louis Roussel, qui, lui, est aussi un ancien membre de l'école, mais enseigne en tout pendant 10 ans à l'Institut français parce qu'il est néo-helléniste lui-même et donc il s'intéresse plus particulièrement, enfin, cette mission d'enseignement à l'Institut français lui convient plus particulièrement. Mais donc voilà, ça c'est la situation en gros jusqu'en 1924 et puis à partir de 1925 ça change d'ailleurs avec l'arrivée d'Octave Merlier, janvier 1925, qui a été recruté par Charles Picard, le directeur de l'époque, de l'école française. Et à partir de ce moment-là, les jeunes anciens membres vont continuer à enseigner, mais l'équipe professorale va être complétée donc par des agrégés. Donc le premier, c'est Octave Merlier, et puis il y en aura d'autres. Donc des agrégés venus de France. Venus de France, voilà, recrutés, des agrégés, puisque effectivement les anciens membres sont agrégés, mais des professeurs qu'on fait venir, qui sont recrutés, qu'on fait venir de France, agrégés ou licenciés d'ailleurs. Hein. Par exemple, Miliex, quand il arrive, il est licencié, ensuite il passe agrégation. André Dhôtel, qui deviendra un romancier ensuite, est aussi licencié quand il a juste une licence quand il arrive. Voilà. Mais donc à partir de ce moment-là, il y a aussi une diversification du corps professoral avec cette adjonction de agrégés ou licenciés qui sont recrutés directement en France et qui composent progressivement une équipe professorale plus développée, puisque donc ça ce sont certaines des évolutions. Il y a accompagnant nécessairement cet accroissement progressif, un agrandissement des locaux en 1915. En 1914, les travaux sont faits en 1914, et à partir de 1915, donc, on passe de ce petit rez-de-chaussée avec 2 salles de classe qui était notoirement insuffisant désormais à un bâtiment plus grand qu'on va peut-être voir à l'écran. Qui, dans la surface au rez-de-chaussée est doublée. Donc, il y a 4 salles de classe au rez-de-chaussée désormais et qui est pourvu d'un étage qui comprend une salle de conférence et une bibliothèque. Donc, le, le bâtiment correspond mieux aux besoins de cette institution que désormais très fréquentée. Voilà, ça c'est encore une autre étape importante. Et puis une autre des évolutions, donc c'est le développement des activités culturelles
parallèlement à l'enseignement du français, avec la mise en place de conférences et même de cycles de conférences. Alors, il y avait eu des essais dans les toutes premières années, mais qui, faute de place, n'avaient pas été très concluants. Mais à partir de 1920-1921, sous la direction de Charles Picard en particulier, donc ces conférences deviennent beaucoup plus systématiques. Alors, ce sont des conférences qui sont assurées par les professeurs, essentiellement par les professeurs de l'Institut, voire également dans certains cas par le directeur de l'école française, hein, Charles Picard par exemple, contribue également à certaines occasions. Et alors ce que je voudrais mentionner, c'est que ces conférences portent en général, comme vous pouvez le voir à l'écran dans l'exemple donc que nous vous donnons, sur des écrivains français, hein, là, Jules Romain, Claudel, Alain Fournier, etc. Mais grâce en particulier à la présence de Louis Roussel jusqu'en 1924, porte aussi sur la culture et la littérature grecque. En effet, Louis Roussel, donc je l'ai dit, est néo-helléniste, et il est aussi spécialiste, c'est le premier chercheur à s'intéresser au théâtre d'ombre grec, donc au Karagiosis, Karagueuse, auquel il consacre sa deuxième thèse, qui est publiée en 1921, donc Karagueuse, un théâtre d'ombre à Athènes. Et il fréquente en particulier le théâtre de Andonis Molas, donc le montreur de Karagueuse. Et donc en 1922, là vous avez l'exemple à l'écran, il donne une conférence sur Karagueuse grec et Karagueuse turc. Donc vous voyez très tôt, il y a cette ouverture de la part des enseignants de l'Institut supérieur d'études françaises vers la littérature et la culture Alors, je grecque. pense qu'on va arriver maintenant aux années de guerre, parce que le temps passe vite. Il nous reste encore 70 ou 80 années de l'histoire de l'Institut racontée. On est dans les années, on a parlé des années 20, des évolutions importantes, les années 30, les années de tension. En plus, je crois que c'est l'époque où l'Allemagne, l'Italie fasciste ouvrent des instituts. J'ai rencontré hier, avant-hier, mon collègue de l'Institut italien, qui m'a dit qu'une des premières conférences qui avait été faite à l'Institut italien, c'était les vertus du fascisme. Donc, la France est là, entourée de pays menaçants. Elle est envahie, elle est défaite. Et Octave Merlier, je crois, est rappelé parce qu'il est gaulliste. Enfin, il a manifesté des sympathies gaullistes. Et l'Institut continue de fonctionner en pleine occupation. Et le paradoxe, c'est que le nombre de ses élèves augmente considérablement. Oui, tout à fait. L'Institut reste ouvert, comme d'ailleurs l'école française, hein. Les deux établissements restent ouverts et continuent à fonctionner grâce aux efforts à la fois conjoints du directeur de l'époque de l'école française, qui est Robert de Mangel, et de Octave Merlier avant son rappel en France. Et d'ailleurs, à partir du moment où Octave Merlier est rappelé en France, c'est Robert de Mongel qui reprend la direction par intérim, en quelque sorte, de l'Institut, et assisté par Roger Milliex. Et donc l'Institut continue à fonctionner, et effectivement, de manière assez paradoxale, dans ce contexte extrêmement difficile, le nombre d'inscrits ne cesse d'année en année de se multiplier. Il se multiplie quasiment par 3 entre 1941 et 1944, puisqu'en 1944, il y a 3800 inscrits, ce qui est absolument énorme, surtout compte tenu des difficultés. Il n'y a plus de transport, les gens viennent à pied lorsqu'ils habitent de l'autre côté de la ville, ils marchent très longtemps, mais l'Institut, qui reste ouvert, devient une espèce de foyer spirituel, moral, culturel, qui attire énormément. Et donc, c'est un lieu qui reste très, très vivant pendant ces années d'occupation. Et puis, il y a la personnalité de Roger Milliex qui est très importante. Roger Milliex, qui est, comme on le sait, favorable à la résistance, et en particulier la résistance organisée par l'EAM, le Front National de Libération, qui non seulement donc, gère les cours, assure la gestion des cours, assure même des manifestations culturelles, mais disons, a aussi
quelques activités clandestines. Par exemple, il fait entrer clandestinement des textes interdits à l'époque, comme Le silence de la mer de Vercors, qui est d'ailleurs traduit par sa femme, Tatiana Gritsimielieks. Donc tout cela fait que l'Institut a une sorte d'aura extrêmement positive. Tout à fait. On a d'ailleurs, Christine Couret avait retrouvé, je crois, un texte clandestin publié pendant la Résistance, qui n'était pas Le silence de la mer, qui est dans nos fonds. Voilà. Donc, la guerre se termine par la libération de la Grèce et de la France. Octave Mirallier est renvoyé par le gouvernement provisoire du général de Gaulle comme directeur de l'Institut. Et là commence ce que vous appelez dans votre livre la période d'expansion, même si l'expansion a déjà de belles racines dans les années 20, dans les années 30 et dans les débuts des années 40. Et je vais donc laisser la parole à Nicolas Magnetakis qui va nous expliquer quelles sont les grandes transformations et les grandes évolutions de l'école entre 46 et non pas 61, départ de Merlier, ça continue après son départ, 81. Voilà. Donc, je vous remercie. Je m'associe pleinement aux remerciements déjà adressés par Lucile Farnoux. Je vous remercie tous d'être ici présents et je remercie aussi, bien sûr, des amis, des collègues de mon département, des collègues d'autres départements, des anciens collègues avec lesquels on avait aussi travaillé sur le fameux programme Paris-Athènes. Donc, je suis bien heureux d'être ici avec vous. Je passe tout de suite à cette fameuse phase d'expansion. Donc, il y a une première phase, on vient de parler, donc la phase de la Genèse, 1907-1946. Et là, nous avons une expansion qui va durer pendant presque 40 ans. Hein. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est au cours de cette période, l'Institut va changer de taille. Hein. Il va changer de taille par rapport au nombre de ses élèves. Hein. On a vu qu'il y avait à peu près 1000 élèves un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Durant la guerre, le nombre des élèves a fortement augmenté. On en a à peu près 3500, avec à peine une vingtaine d'enseignants. Donc déjà, durant la guerre, on voit le potentiel qui existe, un très grand intérêt pour la langue française, pour l'apprentissage de la langue française. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 1945, comme vous le savez, la Grèce et le monde aussi va passer sous le giron anglo-américain. Et c'est dans cette période de domination anglo-américaine, linguistique, culturelle, politique, militaire, etc., que l'Institut va connaître une encore plus grande expansion, une très forte expansion. Alors, changement de taille, renforcement aussi des structures matérielles, ce sont les deux principales caractéristiques de cette période. Alors, je voulais juste très rapidement dire que cette période commence, je crois qu'il faut le dire, avec le fameux voyage du Mataroi, hein, avec ces fameux 124 étudiants grecs qui sont allés donc à Paris, parmi lesquels 97 boursiers, et parmi lesquels, vous le savez, mais je vais le rappeler rapidement, vous avez Cornelius Castoriadis, vous avez Kostas Axelos, et vous avez aussi Kostas Papaioannou, et ils font tous figure dans ce dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. Donc, c'est un moment très important dans les relations franco-grecques. Juste très rapidement, rappeler aussi, parce qu'il y a des erreurs qui sont faites, là, vous avez Nikos Voronos, aussi ce grand historien, mais il y a aussi des faux passagers, parce que Mataroi a été mythifié. Alors, parmi ces faux passagers, vous avez Ioannis Xenakis, il n'a pas été dans le Mataroi, et vous avez aussi Hélène Yarveler. Donc, tous ces grands Grecs, grands penseurs grecs, on les met tous dans le bateau, ils n'ont pas été tous, il faut un petit peu qu'on fasse ceci, les rectifications. Donc très vite, je vais passer à cette expansion que vous pouvez la voir ici, le nombre des effectifs. Donc vous pouvez voir qu'on a à peu près, en 1939, 1000 étudiants, et regardez, donc 1950, on passe à 9000, à une très forte hausse, et ça continue. Et le pic sera en 1983. 1983, donc très forte hausse qu'on voit du nombre d'élèves qui suivent des cours à l'Institut. Donc le point culminant, c'est les années 1980. Et je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, si vous observez, la plus forte hausse s'est produite entre 1975 et 1983. Hein? Donc, comment expliquer cette très forte hausse au cours de cette période? Il y a trois raisons.
la perspective européenne. Hein, la Grèce fait partie, est membre attaché de la Communauté économique européenne de 1960, mais la perspective européenne devient beaucoup plus forte après 1974. Hein. Donc, parmi les langues de travail dans les institutions européennes, vous avez le français. Donc, le français va être valorisé parce qu'il y a cette perspective européenne. Deuxième raison, vous avez un resserrement de liens franco-grecs après 1974, hein, les très bonnes relations qu'il y avait entre Valéry Giscard d'Estaing et Karamanlis. Donc ça aussi, ça a beaucoup aidé à cette demande pour le français. Et troisième raison, vous avez un anti-américanisme ambiant. Les États-Unis ont été considérés, bien sûr, responsables, non seulement comme des alliés, disons, de la junte militaire, mais aussi ils ont été tenus responsables pour l'invasion qu'il y a eu à Chypre. Donc ici, l'anti-américanisme, en quelque sorte, aider le français. Alors, il y a une très forte demande pour l'apprentissage du français, et ça, c'est important parce qu'il y a des interprétations qui disent qu'après 1945, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un déclin de la langue française. Hein. Il y a des chercheurs qui le soutiennent, et il y a même des ambassadeurs qui écrivaient, qui disaient dans leur rapport, vous savez quoi, le français, après 1945, c'est une langue des élites grecques, et puis tout le monde se tourne vers l'anglais. Eh bien, ce n'est pas le cas. Hein, et l'Institut ici le prouve, vous avez une ruée vers le français, une forte demande pour le français, et même c'est une demande pour le français qui provient de plusieurs milieux sociaux et qui provient non seulement des grands centres urbains, mais aussi des petites villes. Hein. Donc cette thèse du déclin de la langue française est quelque chose que l'histoire de l'Institut contredit. Alors, très rapidement, ce qui change aussi à cette époque-là, c'est le nombre d'enseignants. Hein, vous imaginez bien sûr que le nombre d'enseignants devait suivre le nombre d'élèves. Vous voyez qu'on est passé à 10 000 élèves, par exemple, en 1950, et puis plus tard. Vous avez donc une très forte hausse du nombre d'enseignants. On est passé à 350 enseignants dans les années 70 et 80. Je vous rappelle que juste après la guerre, on a à peine une vingtaine, et à cette époque-là, ils étaient tous français. Donc là, ce qui va se passer, vous allez avoir des enseignants aussi grecs. La majorité des enseignants de l'Institut seront des Grecs et la majorité seront aussi des femmes. Donc, une féminisation et une hellénisation du corps enseignant, c'est ce qui va se produire après cette période. En plus, l'Institut va embaucher d'autres personnes, des administrateurs, des secrétaires, etc. Il y aura en tout à peu près 500 personnes salariées donc, à l'Institut. Et on disait que la seule entreprise qui comptait tellement d'employés, c'était Péchiné, hein, ce géant-là du ciment. Alors, donc, voilà l'Institut qui devient une grosse structure avec 28 000 étudiants, avec 500 employés, salariés, 350 enseignants, et aussi une très forte hausse une expansion géographique, parce que l'Institut va avoir 30 annexes. 10 annexes ici, c'est-à-dire aux alentours d'Athènes, et 20 annexes dans des petites et grandes villes. Donc, on va voir ça très rapidement, je ne vais pas tarder. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est le Pirée, c'est l'inauguration de l'annexe du Pirée. Ici, vous voyez Octave Merlier, donc vous voyez, ça se fait avec de grandes pompes. Hein. Il y a une bande, etc., le policier à côté. Là, vous avez donc l'Institut de Paticia, hein, l'Institut de Pagrati, école annexe. Hein. Celui d'Ambelokipi, on a passé aussi celui de Exarchia, Koukaki, Philothei, et ça va aussi, il y aura cette expansion aussi dans les provinces. Vous avez un institut à Corfou, hein, institut à Lamia, institut à Nopli, dans le premier lycée grec qui a été fondé, et même dans des petites villes comme Pyrgos. Regardez bien cette carte, vous pouvez voir que l'Institut couvre l'ensemble du territoire grec, l'Épire, les îles Ioniennes, le Péloponnèse, Crète, la Grèce continentale, Thessalie. La seule région où il n'est pas présent, c'est la région au nord, la Macédoine. Pourquoi? Parce que ça appartient à la juridiction de l'Institut de Thessalonique. Hein. Donc l'Institut est devenu, dans les années 50, une institution panhellénique, hein, une institution présente sur une très large partie du territoire grec. Petit élément d'anecdote que j'ai retenu dans votre livre, c'est que l'Institut qui avait le plus d'élèves, ce n'était pas celui d'Arusida, c'était l'annexe de Paticia. Effectivement, effectivement. Donc, il faut dire qu'aucun des autres instituts étrangers, ni l'Institut italien,
ni l'Institut Goethe, hein, c'était la Deutsche Akademie qui après est redevenue, réapparue en Grèce dans les années 50, ne disposait un tel réseau, une telle présence aussi diffuse, ni autant, bien sûr, d'enseignants, ni autant d'élèves. Donc, il y a une domination de l'Institut français par rapport aux autres instituts. Alors, tout ça aussi, ça devait s'accompagner aussi d'un aménagement des locaux, parce que quand vous avez 28 000, bien sûr, élèves, il faut avoir les locaux qu'il faut, les locaux nécessaires. On a vu avant, ce premier bâtiment qui a été fait. Lucille en a parlé avec les 2 étages. Vous pouvez vous imaginer que ce n'était pas suffisant, bien sûr, pour les élèves. Alors, au cours de cette période d'expansion, qu'est-ce qui va changer aussi? Ce sont les locaux. Il va y avoir des travaux. Je vais vous les présenter. Alors là, vous voyez les travaux qui ont été faits entre 1953 et 1955. Hein. Vous avez donc une nouvelle aile, hein, un agrandissement, nouvelle aile, une surélévation. Donc des travaux qui ont été faits entre 1953 et 1955. Et là, ce que vous voyez, ce sont le bâtiment qui a été fait, mais ce qui est très intéressant devant, c'est la maison du directeur. C'est là qu'habitait Octave Merlier. Donc à l'époque, ça a été préservé, mais après, elle sera détruite et elle était ici où nous nous trouvons. Hein. C'est ici, donc, hein, que sera faite l'auditorium. C'est fait là où se trouvait l'ancienne maison du directeur. Donc, encore des images. Voilà, donc l'Institut, comment ça a été fait. Donc, ça, ce sont les premiers travaux qui ont été faits. Il y a des espaces qui ont été faits. Ça, c'était l'ancienne salle, une salle trop petite. C'est pour ça qu'on est passé à l'auditorium. Hein. Et il y a aussi un espace qui a été fait, par exemple, pour l'imprimerie. Hein. L'Institut disposait d'une imprimerie. Donc, l'Institut s'est aussi équipé, hein, d'éléments nécessaires. On va le voir aussi par la suite. Alors là, ce que vous voyez, c'est le plan qu'avait fait Molfesis. Donc, parce que dans les années 70, au milieu des années 70, on s'est décidé aussi de faire une grande salle. Hein, et voilà donc le plan qui a été fait. Et vous pouvez voir ici, au fond, hein, l'auditorium qui est en train de se construire. Donc, auditorium et l'aménagement pour le bâtiment central. Voilà donc les grands travaux de rénovation qui ont été faits. Je continue. Un point important, je crois, que vous dites dans le livre, c'est que le public s'accroît, mais change. C'est-à-dire que ce sont plus des jeunes étudiants ou des jeunes adultes qui apprennent le français, ce sont des enfants ou des adolescents. Ça devient d'une certaine manière un élément du système d'éducation publique de la Grèce en français, ce que ne fait aucun autre institut. La qualité de l'enseignement est jugée tellement bonne, la pédagogie tellement innovante, que les parents envoient leurs enfants apprendre le français à l'Institut français. Effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est un fait qu'il faut mentionner, c'est-à-dire l'Institut, avant sa période d'expansion, notamment avant 1940, il y avait surtout comme élèves des adolescents et des adultes. Hein. Et là, ça va changer, c'est-à-dire la majorité des élèves seront entre 11 ans et 16 ans, donc des élèves en âge de scolarisation. Et on voit bien cette tendance qui va caractériser la deuxième moitié du XXe siècle, où les familles vont beaucoup investir dans l'apprentissage des langues étrangères, hein, et surtout à un âge bas, un âge de scolarisation. Donc, l'Institut va beaucoup profiter de cette très forte demande, de cette pratique, hein, d'investir dès un très jeune âge à l'apprentissage des langues étrangères. Alors, l'Institut a eu une très grande réussite. Il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs que l'Institut a tué l'initiative privée. Hein. C'est-à-dire là où il y avait un institut, il n'y avait pas, au moins jusqu'aux années 70, une école privée. Hein. La plupart des élèves allaient donc ils fréquentaient l'Institut. Alors l'Institut a pu avoir cette qualité dont vous avez parlé. Pourquoi? Parce qu'il avait le cours spécial. Alors le cours spécial a été créé en 1930. C'était un cours de formation des enseignants. Hein. Et c'était un cours qui avait il y avait des enseignants de très bonne qualité qui sortaient de ce cours, qui étaient bien formés, qui étaient formés aux méthodes de l'école. Et ça explique pourquoi l'Institut a pu trouver si facilement 350 enseignants
pour pouvoir avoir des enseignants dans ces 30 annexes. Hein. Donc, et là, excusez-moi juste de ça, ça c'est aussi une des particularités de l'Institut. L'Institut français d'Athènes est peut-être un des seuls instituts qui avait son propre mécanisme de formation de ses enseignants. Ce qui est d'ailleurs frappant, c'est aussi l'importance accordée à la pédagogie, à l'innovation pédagogique. Donc, quand on réfléchit, nous, à l'innovation pédagogique, en réalité, on a déjà été précédé. Ça rend très modeste la lecture de ce livre. Euh, donc, avant de parler de la crise, de la mutation des années 80 à 90, c'est-à-dire qu'un des éléments de force de l'Institut, vous le dites, c'est qu'elle tue l'initiative privée. À partir du moment où l'initiative privée arrive à relever la tête, l'Institut dégringole. En tout cas, pour les cours de français, vous l'expliquerez, c'est un des éléments les plus intéressants du livre. Le paradoxe, ce n'est pas que l'appétence pour le français diminue, c'est que l'appétence pour le français, elle se dirige vers d'autres institutions que l'Institut français. Donc, pendant cette période, non, on va dire on ne va pas parler des 30 glorieuses, mais pendant les 30 glorieuses de l'Institut français, 46-81, 35 glorieuses, l'institution devient également un foyer majeur de culture à Athènes. Et je vais demander à Lucille Arnoux de nous présenter, alors peut-être assez rapidement, mais les grands événements culturels, les types d'événements culturels durant ces années 40, 50, 60, 70, et peut-être quelques grands événements qui ont marqué l'histoire de l'Institut et la ville d'Athènes. Oui, alors, je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, effectivement, il y a différentes catégories d'événements culturels, de manifestations culturelles. Il y a quelque chose qui est assez classique, sur les conférences. Les conférences, on a vu tout à l'heure qu'elles ont commencé quasiment tout de suite, très, très tôt. Alors, ces conférences, elles vont continuer, évidemment, à partir de 1946, mais elles vont se développer. Et là aussi, elles vont évoluer. C'est-à-dire, au départ, ce sont des conférences assurées essentiellement par le personnel enseignants de l'Institut. Et puis, progressivement, sont invités des personnalités extérieures à l'Institut. Hein. Par exemple, en 1950, Samuel Bobovi, qui est musicologue néo-helléniste et qui est très lié, en fait, hein, à l'Institut, parce qu'il travaille avec Melpo Merlier sur la musique populaire. Le politologue Raymond Aron en 1954, le sociologue George Friedman en 1954 également, des historiens de l'art, etc. Il y a dans cette première période, il y a deux invités qui vraiment tranchent et marquent les esprits. C'est d'abord Paul Éluard qui vient en 1946 qui passe une semaine à Athènes et qui fait toute une série de conférences dans le cadre de cette grande tournée de conférences que le poète entreprend après la libération, après la fin de la guerre, qu'il amène en Italie, en Tchécoslovaquie, et il passe donc en Grèce et il fait plusieurs conférences, dont 3 à l'Institut français, qui soulève l'enthousiasme en particulier des jeunes Grecs, hein, qui apportent une sorte de souffle nouveau après cette période très difficile de la guerre, même si on est dans une sorte d'entracte entre les deux actes de la guerre civile. Donc, il y a cette venue de Paul Éluard qui est très importante. Et puis ensuite, en 1955, la venue d'Albert Camus, qui là aussi est un très grand événement à Athènes. Camus, là aussi, fait plusieurs conférences. Il y a en particulier à l'Institut français la fameuse table ronde sur l'avenir de la civilisation européenne, qui a été sauvé de l'oubli, si on peut dire, parce que Andreas Emberikos, le poète Andreas Emberikos, a pris l'initiative d'enregistrer cette table ronde, ce qui a fait qu'on a pu ensuite publier le texte des interventions, et en particulier des interventions d'Albert Camus. Voilà, donc exemple de conférences qui ont vraiment marqué les esprits. Et puis après, par la suite, il y a une
plus grande diversification des intervenants, et en particulier dans les années 80, sous la direction de Jean-Marie Drault. Jean-Marie Drault, c'est un directeur qui a aussi marqué l'histoire de l'Institut. Il a voulu faire de l'Institut aussi une maison, il dit, de la culture franco-hellénique ouverte à tous. Donc, il l'ouvre beaucoup au début des années 80 et à partir de ce moment-là, il invite beaucoup de Grecs, justement, non seulement d'écrivains, d'artistes français, mais de penseurs grecs ou d'origine grecque. Par exemple, donc, Kostas Axelos, le philosophe Kostas Axelos, le cinéaste Costa Gavras, Théo Angelopoulos, donc soit des Grecs qui étaient partis en France, qui vivaient en France, comme Axelos ou Costa Gavras, soit des Grecs qui étaient en activité ici, des metteurs en scène français ou grecs, Vitesse, Carolus Kuhn, le scénographe Yanis Kokos, etc., etc. Des écrivains. Voilà, donc là, on a une première diversification qui va se poursuivre ensuite dans les années, la fin des années 80 et les années 90, par une nouvelle ouverture, cette fois-ci non seulement à la littérature et aux arts, mais aux sciences humaines et ensuite aux sciences dures tout court. Donc, on va avoir une très, très grande variété d'intervenants. Mais il n'y a pas que les conférences. Et l'Institut déploie également une très grande activité dans le domaine artistique et organise beaucoup d'expositions. Et ça, effectivement, c'est nouveau. Cela apparaît après la guerre. Cela commence très tôt, dès 1945, les premières expositions, mais il y a une première exposition qui, là encore, est une date importante, qui est l'exposition de 1949, hein, qui est bien connue. Vous voyez la couverture du catalogue à l'écran, qui est la fameuse exposition des œuvres offertes par les artistes français en hommage à la Grèce, donc en hommage à l'héroïsme du peuple grec résistant pendant la guerre. C'est une exposition tout à fait spéciale, puisque il s'agit d'œuvres, les œuvres qui sont exposées, sont 46 œuvres qui réunissent les plus grands noms de l'art contemporain français à ce moment-là, hein, Picasso, Braque, Matisse, Bonnard et beaucoup d'autres. Ces œuvres ne sont pas simplement montrées dans cette exposition, mais sont offertes, comme le titre le dit, par les artistes français à la Grèce. Alors, l'initiative de cette exposition revient à Roger Milieix, qui a réuni les premières œuvres lors de l'hiver 45-46 qu'il a passé en France. Et puis ensuite, le ministère français a pris le relais. Mais donc, ces œuvres sont d'abord exposées en avril 1949 et ensuite sont remises officiellement au ministre grec de l'Éducation nationale, Constantin Tsatsos, et déposé à la Pinacothèque et forme en quelque sorte le noyau de la collection d'art contemporain de l'État grec. Et au-delà de cette exposition, ces expositions, les expositions sont facilitées à l'Institut français à partir du moment où, dans le nouveau bâtiment, donc après les travaux de 53-55, il y a une salle spécifique, un hall d'exposition. À partir de ce moment-là, donc, les expositions vont se multiplier. Alors, je n'en cite que quelques-unes plus importantes. Par exemple, Fernand Léger, en 1956, avec des gouaches, des dessins de Fernand Léger. Ou Jacques Villon en 58. Il y a également des expositions, voilà, la couverture du catalogue de l'exposition Fernand Léger de 1956, que vous voyez à l'écran. La particularité, c'est également que, n'allons pas trop vite, font l'objet d'expositions importantes des écrivains, des artistes grecs. Le premier, c'est Valaoritis, en 1956,
puis donc Aristotélis Valaoritis, le poète, en 1956, puis Gounaropoulos en 1957, et puis en 1957, donc c'est la photo suivante, la fameuse exposition sur Solomos, exposition Solomos pour le centenaire de la mort du poète. Et c'est une exposition très importante. Il y a 74 panneaux, énormément de documents, photos, manuscrits, etc., documentant l'activité, la vie du poète, son œuvre, mais aussi Zante, puisque l'île de Zante a été très largement détruite. Enfin, la ville de Zante a été très largement détruite en 1953 par le grand tremblement de terre. Donc, il y a aussi un hommage à la ville. Voilà, donc ça, Lucile, juste, on a commencé depuis un peu plus d'une heure. Je pense qu'on peut se garder un quart d'heure pour aller jusqu'au bout et ensuite permettre au public de répondre aux questions. Alors, je vais parler de l'activité éditoriale. Éditoriale, vous dire rapidement, effectivement, ça a été une idée importante et les 3 derniers points que vous avez présentés. Oui. C'est Alors, possible. Quelques mots sur l'activité éditoriale de l'Institut français, qui est là aussi, c'est la création des éditions de l'Institut français, et en particulier de la collection de l'Institut français d'Athènes. C'est un des projets phares de Merlier lorsqu'il revient en Grèce, lorsqu'il revient à Athènes en 1945. Et il la crée tout de suite. Grâce à un financement spécial qu'il a obtenu au ministère. Et il crée donc cette collection de l'Institut français d'Athènes, dans laquelle, dès 1945, deux volumes paraissent, parce qu'en fait, ils étaient déjà prêts. Ce sont 2 volumes de traduction par Robert Lévesque, qui était professeur à l'Institut français et traducteur de poésie grecque. Donc, un Séphéris, une anthologie des poèmes de Séphéris avec une longue introduction, et un Solomos. C'est en fait le Solomos, le numéro 1 de la collection de l'Institut français d'Athènes, et le Séphéris, c'est le numéro 2. Et suivent un grand nombre d'ouvrages, en fait une centaine d'ouvrages qui seront publiés donc dans cette collection de l'Institut français d'Athènes dans la période 1945-1961. Et puis, les éditions continueront, mais plus lentement après. Et je précise que vous avez vu tout à l'heure une photo de l'imprimerie. Donc, pour avoir une totale indépendance éditoriale dans sa politique éditoriale, Merlier donc décide de créer une imprimerie tout début des années 50 dans les locaux même de l'Institut français. Et donc, à partir de ce moment-là, il contrôle la chaîne éditoriale de A jusqu'à Z. Ça fait peut-être une petite transition oui. Pour arriver aux années de crise, parce que cette imprimerie, elle a disparu avec les années de crise, avec la restructuration, avec l'évolution. Et donc, peut-être qu'on peut passer maintenant devant la chronologie. Pour Séphéris, petite anecdote, vous avez raison, Séphéris n'a pas été traduit en français par un éditeur français avant 1963, l'année de son prix Nobel. Et l'Institut français avait traduit 2 de ses œuvres, enfin, une anthologie de poèmes, et son voyage dans les églises de Cappadoce. Voilà, donc l'Institut français voyait loin, mais les éditeurs français étaient myopes. Donc Nicolas, je vous laisse la parole pour nous parler de cette crise dont nous sommes issus, les instituts d'aujourd'hui, qui fonctionnent bien, je vous rassure, qui est autofinancé très largement, qui a du public et des recettes, malgré tout, est issu de cette crise, parce qu'on n'est pas à 28 000 élèves, on est aux alentours de 2000. Donc voilà, dites-nous ce qui s'est passé et comment finalement l'Institut a pu survivre, se transformer et rester malgré tout un institut majeur du réseau culturel français à l'étranger. Alors effectivement, on a une crise, on peut parler d'une crise qui s'est manifestée durant les années 80 et encore plus durant les années 90. Alors, pour mieux l'expliquer en chiffres, on se rappelle qu'il y avait 28 000 élèves au début des années 80. Ce chiffre donc, va commencer à se réduire. Il y aura 23 000 au début des années 90 et puis très drastiquement, on va passer à 1 000 élèves. Donc, on est passé de 28 000 à 1 000 élèves. Et en même temps, il y aura une décision qui sera prise de fermer les annexes. Alors, il y avait à peu près 25 annexes au milieu des années 80. On commence à fermer les annexes l'un après l'autre et finalement,
En 2001, il y aura à peine 4 annexes. Donc, c'était celui de Larissa et de Patras, qui existe encore aujourd'hui. Et l'autre, c'était Livadia. Livadia, et encore un, je vais le consulter. Donc là aussi, vous avez un changement. C'est comme si l'Institut retournait avant 1946, très limité, donc avec à peine une présence très, très limitée, avec un nombre très réduit d'élèves, et en même temps, il y aura une très forte diminution du nombre d'enseignants et en général du personnel. On va passer de 500 salariés à peu près 125. Donc on voit que c'est vraiment, on dirait même brutal. Donc c'est une décision qui sera prise par la direction. L'argument qui sera mis en avant, et qui en partie était valable, c'était que l'Institut était concurrencé par les écoles privées, ce qu'on appelle les frodisteria, qui ont connu une très forte expansion à cette période, et par les cours privés. Or, il s'avère qu'un certain nombre de ces frodisteria étaient entretenus par des anciens élèves, par des diplômés de l'école de l'Institut français. Donc, l'Institut français, en formant des enseignants, en formant des élèves, en quelque sorte, s'est tourné contre lui-même. Alors, vous avez donc cette concurrence qui est exercée, le nombre qui diminue, mais il y avait aussi une décision, il y a une décision qui a été prise, une idée qui a été avancée déjà avant, dans les années 70. L'idée, c'était selon laquelle le rôle de l'Institut, le directeur de l'époque disait, le rôle de l'Institut, ce n'est pas d'enseigner le français, de faire un enseignement de masse du français. Il disait donc que ça revient à l'État grec. En réalité, ce n'était pas à l'État grec, mais plutôt donc aux écoles privées. Mais l'idée avait été lancée que ce n'était pas la mission de l'Institut et donc l'Institut devait changer d'orientation. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire l'Institut va se lancer après, disons, la fermeture de ses annexes, de ses écoles, la fermeture aussi de l'imprimerie. L'Institut va se lancer dans une nouvelle orientation, une reconversion vers le culturel, mais sous un nouveau format. Ça sera surtout des partenariats. Il y aura une politique de partenariat avec des acteurs culturels grecs ou des acteurs culturels français. Donc, il y aura des coopérations, par exemple, avec la fondation Onassis, avec la fondation Niarchos, avec la fondation Theocharakis. On considérait donc que c'était un moyen de démultiplier les activités culturelles sans alourdir le budget et de collaborer aussi avec des professionnels de haut niveau. Donc voilà une réorientation et ça montre l'évolution qu'a connue l'Institut. C'est-à-dire au début, qu'est-ce que c'était l'Institut? C'était avant tout un établissement éducatif qui accessoirement faisait quelques activités culturelles, surtout des conférences. Après 1946 jusqu'en 1980, vous avez quelque chose de très équilibré entre des activités d'enseignement importantes, mais en même temps aussi une grande attention à porter aux activités culturelles. Et à partir des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, il y a une réorientation surtout vers le culturel. Voilà très rapidement pour montrer avec évolution. un point quand même important pour comprendre notre fonctionnement, parce qu'on perd des élèves, donc on perd de l'argent. Et pourtant, on en gagne toujours. Et vous le dites très bien dans le livre, on passe d'un système où nous sommes un élément d'enseignement public grec, on enseigne le français, à un système où nous laissons les frondisteria, l'enseignement public et les frondisteria donner des leçons de français, et nous les certifions. Nous certifions la qualité de cet enseignement par le système des DELF, DALF, examen de la Sorbonne. Voilà. Donc c'est pour expliquer à notre public, ne vous inquiétez pas, on a encore des fonds, simplement. Et c'est un cas unique, je crois, dans le réseau culturel français. Là où la Grèce est décidément un cas unique. D'habitude, les recettes de cours représentent plus de 50% des recettes d'un institut, et les examens à peu près un quart. Nous, c'est exactement l'inverse. Voilà. Je peux développer un tout petit peu très rapidement. Alors là, c'est très intéressant. C'est une autre fonction que va jouer l'Institut. Il va devenir un centre de certification des connaissances du français. D'abord, il y aura ses propres diplômes, c'est le certificat et le diplôme d'études supérieures. Après, ce que va faire l'Institut, il va coopérer
avec d'autres institutions, avec notamment l'Université de la Sorbonne. Et il va organiser les examens pour que les Grecs qui le désirent aient ces certifications. C'était les fameux diplômes Sorbonne 1, 2, 3. Et après, à partir des années 90, vous avez les diplômes de l'État français. C'est le fameux DELF. Alors, tout ça va prendre une très, très grande proportion. Et à un moment donné, l'Institut devait organiser des examens pour 40 000 candidats. Donc, c'était quelque chose d'énorme. Le service des examens était submergé. Et bien sûr, c'est devenu une source de recettes très importante au moment même où vous avez l'autre source de recettes qui était très importante, qui étaient les droits d'inscription. Donc, les élèves diminuent, donc l'Institut est en train de perdre de l'argent des recettes, mais ça va être compensé en quelque partie par les droits d'inscription. La seule chose que je voudrais ajouter qui me semble importante, c'est que vous avez là une institution française, donc l'Institut français, dont la principale mission, c'est la diffusion de la langue française et bien sûr de la culture française, mais qui était en grande partie financée par les familles grecques. Donc les familles grecques, par les droits des inscriptions et aussi par les droits d'examen, ont financé donc cette institution française, mais on ne va pas se plaindre parce que l'Institut a vraiment non seulement employé 500 Grecs, donc il y avait du travail pour les Grecs, mais il a aussi œuvré pour les bonnes relations et pour la culture mutuelle. Donc on ne va pas se plaindre si on a en grande partie financé l'Institut. Et je rajouterais peut-être une dernière évolution importante, qui est administrative, mais qui est importante pour nous ici, c'est que nous sommes devenus Il y avait auparavant l'Institut français, et puis il y avait des services de coopération culturelle, scientifique, technique, audiovisuelle dans les ambassades. Et nous sommes ici à l'Institut, à la fois l'Institut et le service de coopération culturelle de l'ambassade. C'est-à-dire que nous avons récupéré les services qui auparavant étaient sans doute situés rue Vassilis Sofias ou rue Academias. Voilà. Et donc c'est un système d'ailleurs très particulier qui n'existe pas. Les Allemands ont un autre modèle. Je crois que les Italiens ont le même modèle que nous. C'est-à-dire qu'à l'Institut italien, il y a également l'ensemble des services culturels. Voilà, et donc c'est un autre élément intéressant. L'Institut est également à la pointe de coopération, donc ce n'est pas visible, mais c'est très important pour construire l'avenir en matière éducative, en matière scientifique, en matière universitaire. Et puis je rajouterai aussi une grande réussite de l'Institut depuis 99-2000, c'est ce festival du film francophone, qui, je crois, est un rendez-vous connu des Athéniens et attendu des Athéniens. Je l'ai vu, j'ai pris mes fonctions en 21, il n'y avait pas eu de festival pendant 2 ans, et on avait la première question qu'on me posait, c'est quand est-ce que vous recommencez le festival? Voilà. Très bien, merci pour cette présentation chronologique. Je crois qu'il y avait une petite conclusion, Lucile, que vous vouliez donner. Ou Nicolas, plutôt Nicolas. Oui, donc voilà. Je vais être aussi rapide pour cette conclusion. Alors, je crois quel est l'apport de ce livre? Alors, je crois que l'apport, c'est premièrement, c'est le seul. Vous savez, il y a eu quelques études sur les instituts français, par exemple l'Institut français de Florence, de Naples, mais il couvre une très courte période, en général une vingtaine d'années. Alors, notre livre est le seul livre à présent qui couvre une très large période, parce que ça va de 1907 donc jusqu'à aujourd'hui, et ça permet de voir l'évolution des instituts. Alors, il est intéressant de voir, on l'a déjà dit, mais il faut le rappeler, que les instituts, au début, sont les émanations soit des universités, soit d'institutions scientifiques. Mais aujourd'hui, les instituts sont en quelque sorte intégrés dans les ambassades. Ils font partie, c'est presque une annexe des ambassades. Donc, on voit comment l'Institut, par exemple, ici, a commencé donc, comme une annexe de l'école française. Il a acquis une indépendance après 1946. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, je ne sais pas si Lucile partage cet avis, qu'il y a une sorte de mainmise de l'ambassade. Pourquoi? Parce que l'Institut, c'est un des piliers de la diplomatie culturelle. Donc, il faut en grande partie contrôler ces institutions. On le voit bien, c'est-à-dire à partir de 1993, des instructions très précises sont données qu'il faut
que les instituts doivent agir d'une certaine Ah, manière, hein. écoutez, c'est pas mon expérience. Voilà, c'est pas mon expérience. Alors évidemment, je suis diplomate. On peut dire que je défends la maison mère, mais j'ai aussi dirigé avant de venir ici une antenne de l'institut en Allemagne. Et ici, je le découvre à la tête d'un institut. On agit de manière vraiment autonome. Évidemment, il y a des priorités. Il y a un certain nombre d'instructions, mais qui sont assez générales. Mais la programmation, c'est nous qui la faisons. Nous essayons d'être à l'écoute de la Grèce contemporaine. Alors, on les réussit peut-être pas toujours, mais enfin, je ne reçois pas, je ne suis pas tenu en laisse ni par l'ambassade ni par Paris. En revanche, ce que Paris regarde attentivement, c'est les comptes. Voilà, c'est les comptes. Ça, c'est normal. Je crois qu'on a toujours au-dessus de soi quelqu'un qui regarde si on ne perd pas trop d'argent, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, et on se débrouille plutôt bien. Voilà. Juste finir un petit peu donc, je crois que l'intérêt du livre, donc, c'est cette très large période qu'il examine. Donc, et aussi, on a voulu faire avec ce livre un outil de travail, hein. Donc, on a beaucoup travaillé sur les annexes, hein. Il y a des annexes très très riches avec par exemple, une liste avec les annexes des annexes de l'institut. Il y a une liste avec les diplômés du cours spécial. Il y a des statistiques avec donc la fréquentation des élèves. Il y a, ce qui est très intéressant, une liste assez exhaustive de toutes les publications qui ont été faites et une liste aussi avec les conférences. Donc, on a voulu faire un outil de travail et on espère que ça pourrait être utile pour vous. Donc, on va finir en disant Kalodiavast. Merci beaucoup pour ce. Et moi, je vous avoue aussi que c'est passionnant. J'ai appris des choses sur cet institut. Ça me rend modeste parce qu'il y a quand même de grands ancêtres qui ont fait des choses remarquables, qui ont été visionnaires et qui ont pensé à des choses auxquelles, quand on y pense aujourd'hui, on a l'impression d'être original. En réalité, ça a déjà été pensé. Voilà, je pense que dans le public, il y aura sans doute des réactions ou des questions ou des expériences à partager. Il y a sans doute d'anciens élèves de l'Institut, d'anciens collaborateurs de l'Institut. Les collaborateurs actuels, vous savez que vous pouvez venir me voir si vous avez des commentaires à faire sur l'Institut. Voilà. Paulina, je vous laisse passer le micro. Merci beaucoup pour cette présentation qui était pour moi très, très éclairante, éclaircissante. Mais il y a deux choses que je voudrais... j'ai une question tout d'abord. Quelles sont les liaisons, quelle est la liaison entre l'IFA, IFG, et le lycée français de Salonique? Parce que les deux institutions, comme vous l'avez dit, M. Manitakis, ne travaillent pas ensemble. Alors, je vais vous répondre parce que c'est une question que je connais bien, qui nous préoccupe, enfin, en tout cas sur lequel on réfléchit. C'est un élément très spécifique à Thessalonique, absolument unique dans le réseau. C'était une mission laïque. Voilà, c'est la mission laïque française qui a fondé au début du siècle dernier une école française, auquel elle a annexé quelque chose qu'elle a appelé Institut français, mais qui n'est pas dans le réseau d'Instituts français. C'est-à-dire que je ne connais pas les comptes de l'Institut français de Thessalonique. Sa programmation est indépendante de la mienne. Elle a ses propres moyens. Elle a un logo qui n'est pas le nôtre. Enfin, donc, il n'est pas dans le réseau. Voilà. Évidemment, on essaie de travailler avec eux parce que c'est un élément important. C'est la deuxième ville de Grèce, c'est la porte ouverte vers les Balkans, vers le nord. Voilà, c'est ainsi. Et il y a depuis plusieurs années des réflexions. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une antenne, une vraie antenne de l'Institut, annexer Thessalonique, enfin faire en sorte qu'elle soit, non pas une annexe, mais une antenne, c'est-à-dire avec une large autonomie de décision et de gestion. Voilà, bon, on en est, pour le moment, c'est un serpent de mer, voilà, ça circule, mais pour le moment, c'est le statu quo. Je peux rajouter un tout petit peu l'aspect historique. Alors, vous avez le fameux le complexe des écoles de la mission laïque. Il y avait un lycée, il y avait une école secondaire, il y avait une école primaire, etc. Tout ça, ça a bien fonctionné à partir de 1906 jusqu'à la guerre. Durant la guerre, ces établissements ont été réquisitionnés par les Allemands. C'est ce qu'a évité, heureusement, l'Institut français d'Athènes. Alors, ce sont les bâtiments qui ont été réquisitionnés. Parce que c'était des écoles qui étaient plutôt orientées vers la communauté juive de Salonique, qui était francophone.
c'était pas orienté, mais la Mais plupart, où la plupart de la clientèle, c'était les Alors, Juifs de Salonique. qu'est-ce qui se passe? Après la guerre, l'établissement a été fermé, les enseignants même de la mission laïque sont partis. Donc en 1945, 44, après la libération de Thessalonique, etc., on se trouve avec une école qui ne fonctionne pas, hein. Les élèves, la majorité, c'était les Juifs donc, qui étaient exterminants, donc il n'y a pas d'élèves. Les enseignants sont partis et ça risque de ne pas marcher. Et à cette époque-là, qui apparaît de nouveau le grand sauveur, etc., Octave Merlier. Qu'est-ce qu'il va faire Merlet? Il va vouloir renaître cet établissement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un de ses enseignants à Thessalonique. Et en 1946, vous avez donc cet établissement qui commence à nouveau à fonctionner, mais sous un autre mode. C'est-à-dire, il n'y a pas des cours secondaires en suivant le système français qui se font, mais ce sont des cours du soir, comme le faisait l'Institut français d'Athènes. Et c'est comme ça, donc, vous avez la transformation de cet établissement en une sorte d'institut français. Donc, l'Institut français d'Athènes est à l'origine de la création de l'Institut français de Thessalonique. Et ce qui est intéressant, c'est que cet établissement sera nommé par les Thessaloniciens comme lycée. Même si c'était un institut, à partir de 1946, il y avait l'ancienne appellation qui va rester à peu près jusqu'en 60. Moi, j'étais étudiant là, j'ai étudié le français là-dedans. Mais la seconde question, c'est une autre. Il y a une très grande collection de traductions qui ont été faites, surtout la collaboration IFA Actes Sud avec le Centre de traduction littéraire. Et il y a peu de choses là-dedans. Juste le catalogue des traductions, mais je n'ai pas vu beaucoup de choses sur le CTL. Lucille, je vous laisse répondre. Si, cher à l'Écosse, il y a non seulement la liste des traductions, mais il y a tout un paragraphe, des pages sur le CTL, sur le Centre de traduction littéraire qui est donc créé en 1986. Et donc, il y a eu une de très belles initiatives de l'Institut français à l'époque, à ce moment-là, dans ces fin des années 80, qui est très intéressante puisque le Centre de traduction littéraire fonctionne, est une structure double, puisqu'il y avait, il y a à l'époque, il y avait au moment de la création à la fois l'atelier grec qui existe toujours, traduction donc du français vers le grec, et qui a formé de très nombreux jeunes traducteurs et qui continue à en former. Mais il y avait aussi un petit atelier français donc de traduction du grec, traduction littéraire du grec vers le français. J'ai eu la chance de pouvoir participer pendant 2 ans et c'est une très belle expérience. Donc, ce CTL, effectivement, donc a formé aussi des traducteurs, de nouveaux traducteurs du grec vers le français. Le CTL a non seulement formé des traducteurs, mais a aussi établi des partenariats, effectivement, avec des éditeurs en Grèce, donc Estia et d'autres, et en France. Et en particulier, il y a eu cet accord en 1991, je crois. Le directeur de l'Institut français de l'époque, Michel Guérin, a signé un accord de coédition avec les éditions Actes Sud. Et je dois dire que ça a été un véritable âge d'or pour les traducteurs du grec en français, parce qu'il y avait cette collection lettres grecques d'Actes Sud qui accueillait très largement donc, des textes, toutes sortes de textes, enfin des classiques, Embirikos, par exemple, a été traduit dans cette collection, des écrivains contemporains. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire? Oui, devant. Attends, on va vous passer un micro. Je change complètement de sujet, mais il se trouve que j'étais membre de l'École française d'archéologie, ce qu'on ne dit pas, entre 1975 et 1980. Et j'ai vu, comment dirais-je, c'était l'époque où, ici, c'était un lycée. Au point que
la cour ne suffisait pas pour la récréation des élèves, et ce qui était à l'époque dans les locaux, enfin dans l'emplacement de l'école française d'archéologie, était un terrain de tennis, a été annexé, et un escalier de bois a été construit pour permettre aux élèves de ce qu'on appelait le lycée français et de se détendre au moment de la récréation. Et je n'ai pas entendu parler du lycée franco-hellénique de Hagia Paraskevi, et j'ai l'impression qu'une partie importante des inscrits qui étaient ici sont maintenant à Hagia Paraskevi. Il a été déplacé à Paraskevi. Peut-être que Nicolas connaît ce sujet mieux que moi. Le lycée français a été, l'école, c'est un lycée que ça commençait, je pense aussi au primaire, s'est installé dans une des ailes du bâtiment, qui aujourd'hui est occupée par des salles de cours. Il est devenu très vite trop petit, et un accord entre les deux États, français et grec, a permis la construction sur un terrain donné par l'État grec du lycée actuel franco-hellénique. Mais d'un point de vue institutionnel, il ne me semble pas que le lycée, l'école au sens de l'école où on apprend à lire, à écrire, à compter, ait été une partie de l'Institut français. C'était un élément installé dans les mêmes emplacements, mais ça n'était pas une section ou une partie de l'Institut français de Grèce, d'Athènes. Oui, donc ça ne comptait pas dans les 28 000 Non, ça ne comptait pas dans les inscrits. 28 000, non. Voilà. Et c'est pour ça que oui, à la fin des années 70, c'est bien ça. C'est pour ça que Véronique Jankowski, tout à l'heure, a dit que l'école française d'archéologie d'Athènes est la matrice à la fois de l'Institut et même sans doute de LFH. C'est exact, puisque le LFH, le lycée français, s'était installé dans les locaux de l'Institut, peut-être à l'initiative des gens de l'Institut, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, on voit très bien le point d'origine et puis la diversité qui en est issue. Est-ce qu'il y a une autre dernière question? Parce que je vois que les gens commencent à partir. Oui. Alors, juste pour rajouter à votre question, pour essayer de répondre, ce qui est intéressant avec l'histoire de l'Institut, c'est que ça recoupe l'histoire de beaucoup d'autres institutions. On vient de voir comment l'histoire de l'Institut français d'Athènes se recoupe avec l'histoire de l'Institut français de Thessalonique. Et ça se recoupe aussi avec le lycée d'Hagia Paraskevi. Là, toujours, on trouve Merlier. Alors, Merlier, en 1946, il se rend compte qu'il y a de moins en moins des écoles, des anciennes écoles françaises qui préparaient des élèves grecs pour le baccalauréat. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un cours de baccalauréat, c'est-à-dire avec les enseignants qu'il avait, il y aura une préparation pour les cours de baccalauréat. Alors ça va très vite se développer. Il y aura après une sorte d'école qui va se faire, on appelait ça les petites écoles, hein. Une école pour le collège, une école pour le lycée et même une école primaire. Alors qu'est-ce que va faire Merlier? Il va mettre à la disposition de ces écoles qui étaient organisées elles-mêmes par une sorte de coopérative d'enseignants, etc., il va mettre à leur disposition les locaux de l'Institut le matin. Ils pouvaient le faire. Pourquoi? Parce que les cours de français se faisaient l'après-midi. Alors, le matin, les bâtiments étaient libres et il les met à la disposition de ces petites écoles. Alors, ces petites écoles vont bien sûr, d'année en année, très rapidement avoir un nombre d'élèves qui va croître continuellement. Et même, il y aura une forte arrivée d'élèves qui vont venir du Liban. De 1900, après la guerre du Liban, vous avez des Libanais qui vont venir ici, des Libanais francophones, et qui vont envoyer leurs enfants. Alors, il se trouve donc, vers les années 70, vous avez à peu près 1000 élèves, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ça ne peut plus continuer. C'est la période que vous avez vécue, il y a trop d'enfants, ils ont besoin de salles, ça ne peut pas exister. Et alors, nous sommes en 75, où il y a un resserrement, on l'a dit avant, entre les liens du gouvernement grec de Karamanlis avec Giscard. Ils se rencontrent et l'idée est lancée de créer un lycée, de créer un lycée franco-hellénique. L'État grec va mettre à la disposition donc des terrains, les terrains qui se trouvent à Hagia Paraskevi, et le gouvernement français va se charger donc de construire les bâtiments. Et c'est comme ça qu'en 1981, vous avez la construction du lycée de franco-hellénique. Donc, derrière tout ça, il y a toujours l'Institut et toujours Merlier. Très bien. Une dernière question, parce que une de nos professeurs.
Voilà, bonsoir. Juste une petite remarque, peut-être qu'on pourrait conclure aussi. Merci pour tous ces détails et ces informations précieuses. Je ne sais pas si c'est un âge d'or qu'on est en train de traverser là, mais moi je me sens très contente parce que je pense que c'est un lieu de rencontre avant tout, l'Institut, parce que je vois Monsieur Voulgarakis qui a travaillé longtemps pour une annexe, je crois, et qui a travaillé à mon école Saint-Paul, le collège Saint-Paul au Pirée. Je vois Madame Anastasiadi, qui a été ma professeure à l'université d'Athènes. Et on fait de notre mieux, toujours, je crois, et dans le sillage de grandes personnalités. Et on met notre petit pierre de sel. Merci beaucoup. Moi, il y a une expression que j'ai beaucoup aimée dans votre livre, quand vous parlez de la fierté des enseignants de français de l'Institut. Vous parlez d'une allégeance pleine de fierté. Je ne sais plus, il y a une belle expression qui est, non, qui, voilà, donc il y a quelque chose qui fait que, et pour avoir reçu la semaine dernière et avoir évoqué les difficultés que vous rencontrez, j'ai été frappé par l'expression, effectivement, de votre attachement très personnel avec cette institution et d'une certaine manière de la fierté aussi d'y travailler. Et voilà, donc ça m'a beaucoup touché. Bah, je vais peut-être terminer par la fin de conclusion de votre livre, parce que je la trouve très encourageante pour l'ensemble des collaborateurs de l'Institut. Voilà. Confortés par cette longue histoire, les administrateurs de l'établissement peuvent affronter avec confiance et sérénité les défis à venir. On ne peut en effet mieux résumer le parcours historique de l'Institut français de Grèce depuis sa fondation, au début du XXe siècle jusqu'à nos jours, qu'en y voyant une série de transformations institutionnelles réussies, ouvrant la voie à chaque époque à d'indéniables succès. Donc voilà, maintenant c'est à nous de jouer. Merci à tous.